Je voulais commencer mon intervention en parlant de ce sondage que vous avez peut-être vu, qui a été publié il y a un peu moins d'un mois sur le site de la RTB. Il avait été publié, exactement les mêmes chiffres avaient été publiés il y a un an à la rentrée dernière, où il disait que 40% des Belges préféraient avoir un seul leader plutôt que vivre dans une démocratie. Alors vous allez vous demander c'est quoi le lien avec le travail, c'est une introduction un peu bizarre, mais si on regarde en fait un peu en détail les chiffres de ce sondage, pas ceux qui avaient été publiés, mais quand on va cliquer sur les liens et sur toute l'arborescence des chiffres auxquels on peut avoir accès, il y a une ventilation ça commence bien, des préférences en fonction des statuts socio-professionnels, en fonction du type d'emploi que vous occupez ou de votre rapport à l'emploi ou justement à l'absence d'emploi. Et une des choses interpellantes qui est indiquée, c'est que les personnes qui ont un statut d'ouvrier ou qui sont sans emploi, assez violent, il était écrit inactif dans le texte, si mes souvenirs sont bons, on favorise encore plus que les autres ce type de profil, de ce type d'organisation politique. Alors, la première lecture un peu rapide qui est faite par les journalistes, c'est celle du niveau d'éducation et qui voudrait que moins les gens sont éduqués. Si je dis niveau d'éducation, on pourrait parler même du sens que ça aurait, que ça continue à parler d'éducation, le niveau d'instruction, le niveau de diplôme, et qui considère que, en fait, moins on est éduqué, plus on a de chances de préférer vivre en dictature. Alors, pour moi, c'est une façon d'analyser les choses qui est très problématique à mes yeux, et pas seulement à mes yeux. Et la façon la plus simple pour un sociologue, j'imagine que si vous faites des études de travailleur social, vous avez eu au moins un cours de socio et vous avez au moins une fois entendu parler de Bourdieu. Je ne suis pas un grand bourdieusien ni un grand défenseur de Bourdieu, et je ne vais pas vous faire manger du Bourdieu et des longues citations de cet auteur, mais c'est quand même un antidote assez efficace contre le mépris de classe, donc contre l'idée que, parce que je suis éduqué, je vais mépriser les gens qui ne le sont pas et considérer que c'est eux qui veulent l'extrême droite. Je vais vous dire pourquoi je dis extrême droite, c'est pas nécessairement ça qui est écrit, mais ce sera la conclusion. Et donc ce que je voudrais faire en commençant, c'est vous dire que pour Bourdieu, la compétence, y compris politique, c'est pas seulement le fait de savoir faire quelque chose, la compétence au sens cognitif pour le dire avec des mots savants, c'est aussi le fait de se sentir légitime pour faire cette chose-là. Dans la distinction, le bouquin qui est là, il y a tout un chapitre sur la compétence politique et il analyse dans les enquêtes tous les gens qui répondent sans avis aux enquêtes quantitatives. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que c'est souvent les personnes qui sont exclues de la société qui répondent ça, exclues de différentes manières, parce qu'en fait, elles ont juste, de un, pas l'habitude qu'on leur demande leur avis, et donc la première fois qu'on leur demande, elles ont juste l'impression, et à juste titre, sans doute, à certains moments, de ne pas avoir d'avis. Moi, on me demande mon avis sur la couleur du mur ici. A priori, je vais répondre sans avis parce que j'y ai pas réfléchi, parce que je ne me sens pas compétent pour savoir ce qui serait une bonne couleur pour colorer le mur ici. Donc, voilà. Mais la question alors, si on est dans une perspective démocratique, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont préférer en sortir? C'est pas seulement parce qu'ils ne sont pas assez éduqués, la perspective cognitive, c'est aussi parce qu'ils ne se sentent pas légitimes pour vouloir autre chose. C'est ça que je voudrais... c'est ça avec quoi je commence, c'est ce sur quoi je voudrais arriver, et je voudrais vous expliquer, pendant le temps qu'on a devant nous, pourquoi est-ce que le travail, l'expérience de travail, est hyper déterminante dans notre comportement politique de façon générale. Et la première chose très très simple, mais que je vais déplier pendant le temps qui nous reste, c'est de se dire que, en fait, fondamentalement, y compris juridiquement, l'expérience de travail, elle est contraire à
l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, si on veut le faire de façon très très ambitieuse. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits humains, c'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Or, je ne sais pas si vous avez eu des jobs d'étudiants, mais l'expérience de travail, a priori, est un travailleur, il fait ce que son employeur lui demande, et ce n'est pas lui qui détermine ce qu'il va faire, ni comment il va le faire. Et c'est ça que je voudrais essayer de déplier un peu plus en détail avec vous sur les slides suivants. Alors là, j'imagine aussi que vous avez eu des cours de sociaux ou d'éco, ou je ne sais pas, et vous avez une idée un peu de ce que c'est le capitalisme, sans rentrer dans une grande discussion politique. Le capitalisme, c'est un système économique, mais pas seulement, dans lequel on a une propriété privée des moyens de production. Alors, ça, je vous rassure, je ne vais pas faire plein d'économies. C'est juste se dire que les usines, ou les espaces de travail, sont la propriété de certains, et ils sont la propriété de qui? De ceux qui ont acheté des parts sociales dans l'entreprise. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est pas si complexe que ça. C'est la même chose en fait si vous regardez la façon dont une ASB elle est structurée. Au final, il y a une assemblée générale qui est composée d'un ensemble de personnes. Comment est-ce qu'on a accès à cette assemblée générale qui est le lieu dans lequel les décisions se prennent en dernier ressort? En achetant des actions. C'est ça, pour pouvoir décider ce qui se passe dans une entreprise, on doit acheter des actions de la société, pas de l'entreprise, mais on ne va pas revenir en détail sur ça. En plus, plus vous avez d'actions, contrairement à une démocratie, plus vous avez d'actions, plus vous pouvez peser. Si moi j'ai 50% des actions et que je suis tout seul, je vais décider tout seul parce que les 50%, je ne vais pas trop m'en soucier. Alors que par exemple, dans une coopérative, quand bien même j'aurai 50% des parts, c'est une personne, une voix, comme dans le reste de la société. Donc, cette idée selon laquelle c'est la propriété de l'entreprise qui vous donne la capacité de décider ce qui se passe dans l'entreprise, c'est quand même vraiment déterminant dans la façon dont on vit au travail. Je vous dis ça par rapport au capitalisme, c'est mon petit schéma très rapide à gauche, avec une photo d'une assemblée générale des actionnaires en haut à droite. Mais en fait, ce principe-là, il vaut, y compris dans les entreprises qui ne sont pas capitalistes, y compris dans les entreprises qui ne sont pas sur le marché, parce que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, patrons et syndicats se sont mis d'accord sur un ensemble de mesures qui ont contribué, entre autres, à construire l'État social dans lequel on vit, tous les dispositifs de sécurité sociale les plus importants dont on hérite aujourd'hui, toutes les institutions aussi du dialogue social via les organisations syndicales, elles sont héritées, elles sont entérinées juridiquement, elles sont validées juridiquement à ce moment-là. Et il y a un texte qui est signé par les patrons et syndicats et les forces progressistes, qui est le projet d'accord de solidarité sociale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui dit que les travailleurs respectent l'autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. En disant ça, y compris les organisations syndicales, et je ne suis pas en train de faire le moralisateur en disant ça, reconnaissent que quand elles sont au travail, elles sont sous l'autorité d'un chef. Parce qu'on est sous l'autorité d'un chef, on reçoit aussi un salaire, on reçoit aussi l'accès à toute une série de droits, donc il y a une concession qui est faite, on perd son autonomie, sa capacité de décider ce qui est important pour soi, comment on doit agir, en échange d'une forme de sécurité, par le salaire, et puis par l'accès à plein d'autres dispositifs, on ne va pas nécessairement détailler maintenant. Ce principe-là, il se retrouve aujourd'hui inscrit dans la loi sur le contrat de travail, qui était en 78 et qui est toujours d'application aujourd'hui. Quand vous signez un contrat de travail, quand bien même moi je travaille pour une ASBL, quand bien même je travaille pour une ASBL et donc pas pour une entreprise capitaliste, elle n'a pas vocation à faire du profit, mon travail va ramener l'argent à personne. Il n'empêche que quand je signe par un contrat de travail, tous les travailleurs s'engagent contre la rémunération
à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Et donc on reconnaît bien cette asymétrie. Et je ne dis pas que c'est un mal en soi, je dis juste qu'il faut acter ce rapport asymétrique, le fait qu'il y en a un qui travaille sous l'autorité de quelqu'un d'autre, sous le pilotage de quelqu'un d'autre. Alors, il y a toute une série de penseurs, peu de sociologues en fait, mais surtout des philosophes, qui, à partir de ce principe-là, considèrent que ce qu'on doit faire, c'est essayer de vivre. L'idéal, ce serait de vivre dans une société dans laquelle on ne doit plus travailler. Parce que le travail, ce ne serait que de l'exploitation ou que de l'aliénation, pour utiliser un autre concept. En tout cas, ce serait que du mal, qu'une expérience négative. Et donc, c'est ça qui justifie aussi une partie des propositions contemporaines, par exemple en faveur de l'allocation universelle, en se disant, de toute façon, quoi qu'on fasse au travail, on va souffrir, on va être mal payé, et donc l'idéal, ce serait de vivre dans une société dans laquelle on ne doit plus travailler. Ça, c'est l'idée qu'on devrait s'émanciper du travail. Les sociologues, et plein d'autres aussi, ont plutôt tendance à considérer que l'horizon, ce serait peut-être de s'émanciper au travail, que dans le travail, il serait possible de faire autre chose que de souffrir, que d'être exploité, que d'être aliéné. Tant qu'on est dans un régime capitaliste, c'est compliqué, mais il n'empêche que si on regarde à partir d'enquêtes ce qui se passe dans le travail, on voit des intuitions critiques qui vont dans ce sens-là, on voit des choses qui se passent qui peuvent nous légitimer cette idée-là. Alors, pour ça, des grandes enquêtes à la fois quantitatives, donc où on fait des enquêtes par questionnaire, où on pose des questions à des tas de personnes, et des enquêtes beaucoup plus qualitatives, où on fait de l'ethnographie, où on passe son temps sur un lieu de travail pour essayer de comprendre pourquoi les gens travaillent, donne à voir que le travail, c'est... la question qu'on se pose dans ces enquêtes, entre autres, c'est mais pourquoi est-ce qu'on travaille? Pour répondre à ça, en fait, la première chose, c'est pourquoi est-ce que les travailleurs travaillent? Au final, c'est une grande question de la sociologie. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans le capitalisme? C'est les pères fondateurs de la sociologie se posaient cette question-là. Max Weber, pour ne pas le citer. Et les travailleurs, ils s'investissent. Pourquoi est-ce que donc les travailleurs s'investissent dans le travail? La réponse habituelle, et qui n'est pas fausse, et qui n'est pas illégitime non plus, c'est de dire qu'on travaille pour un salaire. On travaille pour gagner sa vie, et donc on travaille pas pour ce qui se passe au travail, parce qu'en fait on va sacrifier son temps de loisir pour travailler, mais on va avoir de l'argent qui va nous permettre, pendant notre temps de loisir, de faire les choses qui nous semblent les plus importantes ou les plus intéressantes. Ça, c'est le point de vue classique des économistes sur le travail. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le lieu de travail, quand on parle avec les travailleurs, on voit que le rapport au travail n'est pas seulement de cet ordre-là, on ne travaille pas seulement pour un salaire, ce n'est pas seulement un rapport instrumental pour utiliser l'adjectif que les sociologues utilisent pour parler de ça. Le rapport au travail, il est aussi, voire essentiellement, expressif. Alors, ça veut dire quoi que le rapport au travail est expressif? C'est un grand mot pour dire quelque chose de très simple, et ce sur quoi on m'a demandé d'intervenir, c'est juste dire que le travail, ça a du sens pour les gens qui travaillent. Le travail peut avoir du sens pour plein de raisons et à plein d'égards. Ça peut être par la nature de ce que je vais produire. Par exemple, je ne sais pas, il y a un peu longtemps, j'ai fait une ethnographie pendant plusieurs mois chez Caterpillar. Les travailleurs étaient de Caterpillar, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avant l'usine de ferme, toutes les machines jaunes le long de l'autoroute, ils étaient fiers de ce qu'ils produisaient. Donc c'est la nature de ce qu'ils produisaient qui donnait du sens à leur travail. Je me souviens d'un travailleur qui me disait qu'il voulait que toutes les machines qui passent entre ses mains fonctionnent aussi bien qu'une Rolex,
Vous voyez tous les travailleurs de chez Caterpillar, ils avaient les chaussures Caterpillar à leurs pieds dans la section dans laquelle je travaillais, parce qu'ils étaient vraiment fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient et de ce qu'ils produisaient. Donc ça, c'est une façon de donner du sens au travail, c'est ce qu'on y fait concrètement. Si vous vous destinez à être travailleur social, j'imagine que c'est aussi parce que vous dites que le sens de ce que vous allez faire est important, pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres, pour le service que vous allez pouvoir rendre à certaines personnes. Pour moi, au moins trois raisons donc, de mettre du sens dans le travail. Ce qu'on fait concrètement, l'idée qu'on veut se réaliser soi dans son travail. Si je suis artiste et je suis sûr d'avoir plein de capacités créatives, c'est pour me réaliser moi dans mon travail, pour réaliser des grandes choses que je m'engage dans mon travail. Mais ça ne vaut pas que pour les artistes, c'est un peu caricatural. Ça nous permet de faire un effet de loupe sur quelque chose qui se passe aussi pour plein d'autres travailleurs. Et puis aussi, c'est faire du travail, c'est avoir un travail qui a du sens, c'est un travail qui a du sens pour les autres. Et puis dernièrement, et c'est ce que un nouveau des sociologues, un sociologue qui est mort il n'y a pas trop longtemps, Robert Pestel, disait, on vit dans une société salariale, et donc notre identité sociale, souvent quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous-même vous avez un travail, un des premiers objets de discussion, c'est de savoir c'est quoi le travail de l'autre, et donc la place qu'on a dans la société, que ce soit bien ou mal, elle est déterminée par le travail qu'on occupe dans les interactions, et aussi en fait, grâce aux conquêtes du mouvement ouvrier, il y a plein de droits auxquels on a accès parce qu'on est travailleur et auxquels on n'a pas accès si on n'est pas travailleur. Si vous êtes en congé de maternité, si vous êtes une femme, vous avez accès à des congés de maternité parce que vous êtes travailleur et sans être, si vous êtes au chômage ou si vous êtes indépendant, vous n'avez pas accès en tout cas au même volume de congés de maternité. Les créditants pour faire de la formation aussi, le nombre d'adultes qui se forment parce qu'ils sont salariés, parce que c'est dans le cadre de leur travail qu'ils peuvent se former, est beaucoup plus important que ceux qui le font en dehors de leur travail, par exemple. Donc, travailler, c'est aussi ouvrir son accès à toute une série de droits. Alors, souvent, certains militants d'extrême gauche vont dire qu'en fait, c'est un luxe de se poser la question du sens du travail. En fait, les travailleurs, et c'est ce que disait Marx, les prolétaires, ils n'ont pas d'autre choix que de travailler pour vivre. C'est pas faux, mais c'est pas pour autant que leur travail n'a pas de sens. Thomas Coutreau et Coralie Pérez ont publié un petit livre il y a quelques mois sur lequel ils avaient construit un indicateur du sens du travail. Je vous passe les détails techniques et statistiques qui ne sont pas très intéressants. Et en fait, les 15 professions qui, selon leur indicateur, avaient plus de sens, et donc c'est selon les personnes qui travaillent dedans et la façon dont ils ont répondu à des enquêtes quantitatives, c'est toutes des professions qui sont souvent disqualifiées, méprisées, qui n'ont pas beaucoup de valeur, qui ne reçoivent pas un gros salaire en tout cas, et donc qui ne sont pas très valorisées socialement. Et typiquement, le premier exemple qui venait, c'était les accueillantes extra-familiales. Et en fait, il s'avère qu'au mois de juin, si mes souvenirs sont bons, j'avais été invité par une association qui justement travaille avec les ATL, vous voyez ce que c'est, les ATL, accueil temps libre, donc les hommes et les femmes qui s'occupent, surtout des femmes, qui s'occupent des enfants à la garderie, à l'école, et plein d'autres, dans d'autres endroits aussi, je ne veux pas revenir à ça. Et donc c'est une situation très bizarre pour eux parce qu'ils ne sont pas salariés de l'école, mais en même temps ils sont la face visible de l'école, ils s'occupent des enfants, mais en même temps dans l'école, mais en même temps ils n'ont pas la mission de leur enseigner des choses. Et il n'empêche que pour eux, leur travail était essentiel. Ils avaient organisé un débat, ils avaient fait une pièce de théâtre-action, les ATL sans racines. Donc ils avaient construit une pièce avec une pièce de théâtre avec une metteuse en scène professionnelle qui est au milieu pour décrire tout ce qui était essentiel à leurs yeux dans leur travail et qui était méprisé par la société. Donc, je venais sur cet exemple pour dire que le sens du travail, c'est pas un luxe de ceux qui ont
plein d'argent ou qui font un travail super épanouissant. Moi, je fais le travail que j'avais envie de faire quand j'ai fini d'être étudiant. Je voulais continuer à lire des livres et à dire ce que j'en pensais et à faire des enquêtes. Je continue à faire ça, c'est un luxe pour moi. En plus, je suis pas mal payé pour le faire. Et donc, ouais, mon boulot a du sens pour moi. Ça pourrait être un peu caricatural de me prendre en exemple. Et donc, justement, je voulais ici, et aussi sur base d'enquête quantitative, vous montrer un exemple pour dire que c'est pas quelque chose qui est propre aux professions les plus qualifiées, aux situations dans lesquelles on gagne le plus d'argent. Ce que l'enquête de Thomas Coutreau et Coralie Pérez montrait aussi. Thomas Coutreau, il était jusqu'à quelques mois maintenant, il est pensionné. Il travaillait à la direction des statistiques au ministère du Travail français, donc il avait accès à toutes ces enquêtes-là. C'est pas un espèce d'hurluberlu militant d'extrême gauche qui va juste défendre ses convictions, même s'il le fait. Ces propositions elles reposent sur un travail statistique hyper fouillé. Donc cette liste des métiers dans lesquels les gens considèrent qu'ils ont le plus de sens, ce qui montre aussi, c'est que c'est souvent des travails du soin. J'imagine que vous avez entendu parler un peu de care, le fait de prendre soin, le travail du care, tout ça. C'est des travailleurs du soin, donc des travailleurs pour qui le sens du travail, il ne tient pas seulement à ce qu'ils font, mais vraiment à ce qu'ils font à quelqu'un d'autre, à la nature de la relation avec les bénéficiaires, les usagers, les clients aussi dans certains cas. Et donc, c'est de la façon dont se passe cette relation avec les gens qui sont en face d'eux que dépend la qualité de leur travail. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans cette enquête, on voit que... je n'ai pas 50 slides et donc l'ordinateur se fatigue. Progressivement émergent aussi des considérations écologiques par rapport au sens du travail, et qu'un travail qui a du sens, c'est aussi un travail qui ne nuit pas aux vivants, pour le dire dans un terme très très large. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de bullshit job, parce que c'est un travail de Graeber, un sociologue américain qui est mort lui aussi il n'y a pas très longtemps, décidément. Je vais faire un tour du cimetière, c'est pas très loin. Mais voilà. Je suis passé un slide. Donc Graeber qui a écrit un truc sur le bullshit job, donc littéralement si on traduit, enfin la façon dont c'est traduit plutôt, c'est boulot de merde, je sais pas. Aujourd'hui, un boulot de merde, c'est pas seulement un boulot dans lequel on se reconnaît pas soi-même, mais c'est aussi un boulot, les gens qui considèrent qu'ils font un boulot de merde, c'est aussi les gens qui se rendent compte qu'ils font un boulot qui nuit à l'environnement. Et ça, c'est quand même assez nouveau comme prise en charge dans la question du sens du travail, dans la question de pourquoi est-ce qu'on travaille, de ne pas vouloir avoir un travail qui nuise à l'environnement. Alors, je dis pas, je fais des grandes généralités ici, on pourrait découper ça en plein de situations très très différentes. Il y a sans doute beaucoup de gens qui n'en ont rien à faire, mais globalement et tendanciellement, il apparaît que cette dimension-là prend de plus en plus de poids dans le fait que oui ou non, on trouve que notre boulot a du sens. Progressivement, je fais des longs détours. En fait, vous allez voir, je vais revenir à mon premier slide et vous aurez tout à la fin. Donc, je fais des longs détours pour asseoir quelque chose, mais ici, on avance progressivement vers ça avec la citation qui est là, et où on voit qu'en fait, les gens qui parviennent à avoir un boulot qui a du sens, qui permet ici dans le sens environnemental, mais en fait, c'est la même chose par rapport à la relation aux autres, c'est aussi les gens qui ont un peu d'autonomie dans leur travail. Typiquement, il n'y a aucun guide de montage, même chez Caterpillar, où on est dans un travail face à la machine, il n'y a aucun guide de montage qui dit comment il faut monter une pelleteuse sur pneu. Si, c'est la prétention des ingénieurs, depuis le taylorisme, de pouvoir découper scientifiquement le travail, de pouvoir concevoir le travail, et que les ouvriers n'aient qu'à l'exécuter. En réalité, toutes les enquêtes sur le travail, le travailleur il est toujours confronté à plein de problèmes, dont il ne se rend souvent même pas compte que c'est des problèmes parce que c'est son travail au quotidien, et il doit toujours ménager des espaces où il ne fait pas ce qui est attendu de lui pour que les chargeuses sur pneus, par exemple chez Caterpillar, puissent sortir. L'exemple typique, c'est la grève du zèle. Quand les travailleurs se limitent à faire ce qui est attendu d'eux, en fait ils travaillent mal, ils
travaillent pas bien. Et aujourd'hui, il y a une énorme littérature managériale sur l'autonomie au travail, sur la liberté au travail, qui vient justement soutenir ça parce que toutes les expériences montrent que c'est aussi dans l'autonomie, même si elle est très limitée dans certains cas, qu'on parvient à faire un bon boulot. C'est le fait de pouvoir s'ajuster à la situation particulière face à laquelle on est. Et dès que vous êtes face à un client, vous devez vous ajuster à une personne, et il n'y a pas une personne qui est égale à une autre personne. Et donc pour pouvoir, et si vous êtes travailleur social, c'est certainement le cas, si vous faites que suivre des procédures, vous ne vous adaptez pas à la situation particulière de la personne qui est face à vous, et votre travail n'a sans doute pas énormément de sens à vos yeux, alors que si vous êtes capable de ménager des marges d'autonomie, aussi parce que votre organisation du travail vous permet d'être plus ou moins autonome et par exemple vous donne un peu plus de temps pour traiter un dossier que dans une autre organisation, mais vous pouvez faire un travail qui a plus de qualité, non seulement à vos yeux, mais aussi aux yeux de votre employeur potentiellement, y compris si vous êtes dans une entreprise capitaliste. Et donc, il y a plein de grandes entreprises capitalistes, on peut prendre l'exemple de Decathlon, qui soutiennent des formes d'autonomie au travail, qui laissent des marges de manœuvre aux travailleurs parce qu'ils se rendent compte que c'est en leur laissant de l'autonomie qu'ils vont mieux travailler. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste, je peux en parler sur la tête. Il reste 50 minutes. Ok. Je vais directement aller au point le plus caricatural sur cet enjeu-là et vous allez atteindre ce que dans l'espace public on appelle le point Goodwin en parlant des nazis pour expliquer ça, mais ça vaut quand même la peine, c'est pas une caricature. Il y a un historien du nazisme français qui s'appelle Johann Chaputol qui a écrit un livre juste avant le Covid qui s'appelle Libre d'obéir, effectivement. Vous voulez lire ce qu'il y a dedans? Pardon? Vas-y, explique. Je suis très fan de ce livre, donc je ne vais peut-être pas être très objective. Non, mais je ne vous demande pas d'être objectif, je vous demande ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous en avez retenu? Comme ça, je vois. Oui, mais au niveau des modèles de management, on a retenu quand même, enfin, en tout cas dans certaines chaînes, vous parlez de Decathlon, mais c'est d'autres chaînes dont tu peux parler lui à la fin. On a retenu certains modèles de management nazi qui pouvaient effectivement qui correspondent encore à des chaînes de magasins ou à des marques. Il parle de la déresponsabilisation et je pense que c'est les moyens, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'objectif, en tout cas le côté atteignez l'objectif et par tous les moyens possibles. Et en se déresponsabilisant en tant que chef, du coup, puisque c'est pas moi, c'est eux qui l'ont fait. Ok. Mais donc, effectivement, c'est complètement ça que je voulais dire. Si je veux le dire dans d'autres termes, en gros, au moment où Merci beaucoup. Moi, je vous en prie. Mais dites-le mieux. Non, je ne vais pas le dire mieux, je vais reparler de petits bouts dont vous n'avez pas parlé, parce que quand même, juste la situation auquel est confrontée l'armée nazie, c'est que tout à coup, ils doivent gérer un territoire qui est titanesque, qui est beaucoup plus grand que celui sur lequel ils étaient, avec autant, voire avec moins de ressources. Parce qu'il y a pas mal de militaires qui sont morts, y compris dans le commandement, et donc faire plus avec moins. C'est le mot d'ordre aussi de plein d'entreprises. Et donc pour parvenir à faire plus avec moins, ce que Renner, donc le penseur de ce modèle-là, va dire, c'est en fait on ne va pas leur dire comment ils doivent y arriver, parce qu'ils vont être plus capables que nous. En plus, ils sont sur des territoires qu'on ne connaît même pas parce qu'on n'y avait pas accès, donc on ne sait même pas comment il faut s'y prendre. On va leur laisser faire ce qu'il faut. On va leur laisser le choix des moyens, mais on va leur imposer les finalités. Dans une entreprise capitaliste, vous avez peut-être le choix chez Decathlon de savoir si vous allez ranger les chaussures pas chères en tête de gondole et les chaussures chères en bout, ou que sais-je d'autre, mais ce que vous devez faire au final de la journée, c'est vendre des chaussures si vous êtes dans le rayon montagne, et en plus, en tout cas c'était le cas quand moi j'étais jobiste comme étudiant chez Decathlon, votre salaire, c'était pas mon cas en tant que jobiste, mais c'était le cas des travailleurs, votre salaire est proportionné au chiffre d'affaires de votre rayon. Donc vous avez vraiment intérêt à faire en sorte que ça vende. Mais vous pouvez faire comme vous voulez pour essayer de vendre plus. C'est ça l'idée, synthétisée rapidement dans le titre du livre, libre d'obéir, vous êtes libre, mais de faire ce qui est attendu. Vous êtes libre, en tant que militaire nazi, de faire ce que vous voulez, du moment où vous arrivez à exterminer le plus de juifs possible, pour le faire très très rapidement à nouveau.
J'ai atteint le point de Goodwin, je vais aller jusqu'au point en montrant comment est-ce que c'est ancré dans le capitalisme. Il y a plein d'autres histoires, il y a toute une autre histoire du management, entre autres sous l'impulsion du toyotisme, qui va aussi développer cette autonomie-là. C'est pas la seule raison pour laquelle on a du management plus participatif. Donc je ne fais pas de lien de cause à effet, je ne dis pas que la famille Mullier, donc les détenteurs de toutes les parts du capital de Decathlon sont des nazis. Je ne dis pas ça du tout. Je dis juste qu'ils proposent, aujourd'hui dans l'entreprise, se déploient des façons d'organiser le travail dans lesquelles on ne questionne pas les finalités, donc pourquoi on travaille, mais il y a une autonomie sur les moyens. Et que ça, c'est quand même vraiment pas très démocratique comme façon de faire. On a parlé ici vraiment de ce qui se passait dans l'entreprise. Je voudrais essayer de généraliser un peu et de se dire en fait cette question du sens du travail, elle ne se pose pas seulement individuellement, elle se pose aussi à l'échelle de la société. Le moment, comme l'introduction le rappelait, où cette question a récemment été remise en lumière, c'est le moment où il a fallu choisir c'était quoi les activités essentielles qui allaient continuer à tourner et c'était quoi les activités non essentielles. Et on est dans un endroit qui a été jugé pas essentiel pendant très longtemps, dont on va continuer à considérer que c'est pas trop mal si il reste fermé, c'est pas trop dangereux, c'est pas très problématique pour la société. Donc, vous avez bien compris, je parlais du premier confinement et puis des suites. Je ne vais pas vous parler de kayak, mais simplement du fait qu'au tout début, c'est le fameux Codeco qui a décidé c'était quoi les activités essentielles d'autorité. Je dis pas que c'est, à ce moment-ci, je vous assure, je ne dis pas que c'est bien ou mal ce qui a été fait. Après, les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales et les syndicats de travailleurs et les organisations représentatives des employeurs ont été, via le groupe des 10, qui a eu des instances en Belgique, peu importe via quelles instances, mis autour de la table pour décider avec le gouvernement quelles étaient les activités qu'on pouvait se permettre de maintenir fermées et quelles étaient celles qui étaient essentielles, qui avaient énormément de sens aux yeux de la société et qu'on devait pouvoir maintenir malgré le fait qu'on était dans une situation sanitaire, si pas dangereuse, au moins incertaine. Et ce n'étaient pas tout à fait les mêmes activités qui ont été identifiées une fois que le syndicat et le patronat ont été mis autour de la table et qu'il n'y avait plus que le Codeco. Au mois de juin de cette année-là, avec un collègue qui s'appelle Samuel Desguin et plein d'autres partenaires, son nom est renié tout dans le front, je suis désolé pour lui. Et puis plein d'autres partenaires, on a fait une grosse enquête quantitative, à peu près 3000 réponses si mes souvenirs sont bons, sur les enjeux du confinement et principalement sur le rapport au travail. Et une des questions qu'on a posées, parce que c'était la question qui se posait là, c'est est-ce que votre travail est essentiel, crucial ou utile à vos yeux? Et puis on a comparé les résultats entre ceux qui avaient dit qu'ils étaient, ceux qui disaient ça, et le secteur d'activité dans lequel eux travaillaient, et donc qui avait été ou non reconnu comme essentiel, utile, crucial par d'autres instances. Et on voit qu'il y a un énorme décalage. Je ne dis pas qui avait raison ici. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en fonction de à qui on demande et comment on demande ce qui est utile ou essentiel, on a des décalages énormes. Il y avait quasiment 90% des personnes qu'on a interrogées au projet qui considèrent que leur travail est essentiel, et il y en a que la moitié d'entre elles qui travaillaient dans un secteur que le gouvernement, sur base aussi des propositions syndicales, considérait comme essentiel. Avec, évidemment, vous vous en doutez, des écarts assez importants en fonction des secteurs. Le secteur médical, les gens considèrent que c'est essentiel, et le gouvernement aussi, donc l'écart est relativement faible. Et par contre, si vous prenez la troisième double barre dans le secteur artistique, les gens considèrent à 95% que leur travail était essentiel, mais il n'y en a que 17 qui travaillaient dans un secteur qui avait été reconnu comme essentiel par le gouvernement. Mais c'est ça, le orange, c'est... Alors, en rouge, enfin moi je vois rouge, mais j'ai un peu d'atelier, c'est ceux qui travaillent, c'est
parmi les personnes du secteur, donc en bas c'est les secteurs d'activité, et puis en vert c'est dans ce secteur d'activité, il y a 96% des personnes qui disent elles-mêmes travailler dans un secteur essentiel, mais seulement 80 qui travaillent dans un secteur qui a été reconnu comme étant essentiel. Donc en rouge, c'est ceux qui disent qu'ils travaillent dans un secteur reconnu comme essentiel, et en vert, c'est ceux qui disent qu'ils travaillent effectivement dans un secteur essentiel. Et bien sûr, les deux se superposent parfois, donc on n'arrive pas à... C'est plus clair? Oui, merci. Oui, en dessous, c'est par vous-même et par le gouvernement, la légende, qui n'était peut-être pas visible de là où vous. J'ai une petite question. En fait, il y a quelques jours, on a entendu à la radio un rapport, hier ou avant-hier, qui a été fait, une étude qui a été faite par rapport au nombre de jours qui n'ont pas été prestés par certains, par exemple, employés dans toute une série de secteurs. C'est qu'on s'est rendu compte que chez les ALD, par exemple, eh bien, le nombre de jours, donc des maladies ou autres non prestés, a doublé par rapport à l'année dernière. Ça veut dire qu'il y avait très peu de personnes qui ne prestaient pas, maintenant il y a quand même le double. Alors je me dis, ce serait intéressant peut-être de voir si les secteurs qui ont progressé, entre guillemets, avec notamment des jours non prestés par les travailleurs, est-ce que ça s'explique notamment par le fait qu'il y a un décalage entre le sens que eux donnent au travail et le sens que l'employeur donne au travail, ou l'État. En disant, finalement, moi, on a déterminé que mon secteur n'était pas essentiel, finalement, si je m'absente, c'est pas si grave que ça. Bon, en tout cas, dans la pièce de théâtre, et les travailleurs des ATL, avec qui, donc des accueils temps libre avec qui j'ai parlé, elles n'avaient pas du tout envie de déserter leur lieu de travail. Au contraire, pour elles, elles considéraient, pour lui, parce qu'il y en avait un mec, pour elle et pour lui, le secteur était essentiel et donc ils devaient continuer à travailler, y compris dans des conditions sanitaires qui leur paraissaient très problématiques à certains moments. Donc, mais en tout cas, ce qui est clair, la question moi que je voudrais poser à partir de ce qui vient d'être posée, c'est en fait où est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à discuter de ça et quel impact ça a eu sur la façon dont on considère le travail. On a applaudi des éboueurs, enfin pas seulement les travailleurs des soins, mais aussi d'autres professions dont on connaît les caissiers et caissières surtout à certains moments. Et aujourd'hui, en fait, on est revenu dans cette situation antérieure sans trop se poser de questions. Au niveau des politiques publiques, en tout cas, c'est clair qu'il n'y a pas une grande différence entre avant et après le Covid. Au niveau syndical, il y a quelques situations assez intéressantes dans lesquelles, en fait, progressivement, les organisations de représentation collective des travailleurs se sont saisies de cette question du sens du travail. Et c'est pas rien parce que les organes qui ont été construits au sorti de la Deuxième Guerre mondiale et dont on parlait tout à l'heure, le conseil d'entreprise, le CPPT, le comité pour la prévention et la protection du travail, ils s'occupent du travail, mais ils ne s'occupent pas du sens du travail. Ils s'occupent de choses hyper importantes, hein, tous les aspects contractuels, tous les aspects de protection, de sécurité, de santé au travail. Je dis que c'est absolument pas anecdotique, mais ces organes-là n'ont pas été pensés pour structurer collectivement une discussion autour du sens du travail. Or, justement, il y a des organisations syndicales en France et en Belgique qui aujourd'hui se sont mobilisées autour de ces enjeux de sens du travail parce qu'elles ont vu qu'avec le Covid, cet enjeu était devenu vraiment incontournable. Et je vais terminer dans quelques minutes pour laisser de la place pour le temps de discuter, mais ce qu'on vient de voir, c'est que quand même tous ces enjeux par rapport au sens du travail, ça donne à voir que l'entreprise, qu'elle soit capitaliste ou pas, à nouveau ici c'est pas le premier point à traiter, c'est pas seulement le lieu de la rationalité instrumentale, le lieu où on doit travailler le moins possible pour gagner le plus d'argent possible, c'est aussi autre chose. Et que donc la façon dont l'entreprise est pilotée et gouvernée, elle doit pouvoir être gouvernée en fonction d'autre chose que ses intérêts strictement économiques, me semble-t-il. Donc, aujourd'hui, les travailleurs sont écartés des organes dans lesquels on décide
du sens du travail, des finalités de la production, dans la plupart des cas. C'est injuste moralement, parce que ce n'est pas conforme à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits humains. La démocratie s'arrête au port de l'entreprise. En 82, un peu avant ma naissance, il y avait des lois en France, les lois Auroux, qui essayaient de faire en sorte que les travailleurs soient citoyens dans l'entreprise, justement parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas, on se rendait bien compte que jusque-là, ils n'étaient pas du tout citoyens dans l'entreprise. Ça a été un échec à plein d'égards, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et donc les travailleurs sont injustement écartés du gouvernement de leur entreprise, et je dis gouvernement de façon, à dessein, parce que c'est bien une institution politique, l'organisation du travail, et donc vous êtes écarté du gouvernement, c'est pas une instance démocratique, c'est politique, mais c'est pas démocratique. Cet écartement des organes de décision, ça a un impact sur la vie au travail, pour les personnes qui y investissent leur temps, leur énergie, et qui trouvent que leur travail n'a pas de sens, et qui sont en maladie à cause de ça, ou qui ne viennent pas travailler à cause de ça, si on suit l'hypothèse qui a été formulée, je ne sais pas si elle est vraie, ça a un impact sur la vie, mais ça a aussi un impact sur l'environnement, on le disait tout à l'heure, les personnes qui sont là, c'était la citation, si je me souviens son nom, les personnes qui ont le plus d'autonomie parviennent à faire en sorte que leur travail a un moindre impact néfaste sur l'environnement. À nouveau, pour que ce soit un peu plus clair, je vais prendre un exemple, même si à nouveau c'est un gros coup de loupe sur une situation qui permet de voir de façon très très tranchée des choses qui existent par ailleurs. Je sais pas si il y a des boîtes de thé là tout en haut à droite qui sont produites dans une usine à Gémenos près de Marseille, qui était détenue avant par Unilever. C'était les thés éléphants. Puis Unilever a décidé que cette usine-là faisait pas... je ne vous raconte pas toute l'histoire. En gros, ils ont décidé de fermer l'usine alors que, économiquement, l'usine était encore rentable, mais elle n'était pas aussi rentable que si elle était déplacée en Pologne. Et donc, ils ont décidé de fermer l'usine alors que l'outil de production était là et qu'on arrivait à... L'entreprise était viable économiquement. Après 1336 jours de grève, les travailleurs et travailleuses de l'usine ont récupéré leur usine, aussi avec des soutiens publics et d'autres natures. Et ce qu'ils ont fait, y compris pendant ces 1336 jours de grève, c'est qu'au final, ils ont aussi transformé un peu ce qu'ils produisaient. Olivier Leberquier, qui est directeur maintenant de l'entreprise et qui était responsable de la délégation syndicale avant, me disait qu'avant, ils mettaient de la poussière dans des sachets de thé. Et pendant les 1336 jours de grève, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher du tilleul à Bouille-les-Baronnies, pas très loin de chez eux, quand même quelques kilomètres en bagnole. C'est pas parfait écologiquement, c'est pas ça que je dis. Mais au lieu d'aller chercher de la poussière dans je sais pas quel coin du monde qui leur a apporté dans des énormes conteneurs, ils ont été chercher du tilleul à côté de chez eux pour produire des infusions à partir de ça. Et aujourd'hui, ils commercialisent sous la marque Scopti des produits Fairtrade et bio. Ce qui n'était pas du tout le cas des thés éléphants dans lesquels ils étaient. Alors je ne dis pas que le Fairtrade et le bio c'est l'avenir de l'humanité et que tout va être résolu si on fait ça, mais on voit quand même que la prise en compte des enjeux sociaux et écologiques est plus forte maintenant que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont propriétaires de leur outil de production dans le cas de cette usine. On peut prendre un autre exemple parce que c'est un peu moins éloigné de nous, il y a un truc, même si ça vient à nouveau de la France, qui s'appelle Territoire zéro chômage de longue durée. Il va sans doute en avoir un à Charleroi dans les mois qui viennent, mais on attend toujours la réponse de la ministre. Mais en gros, l'idée c'est que sur des territoires donnés, on va identifier toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas de travail et identifier les besoins du territoire, et on va proposer un CDI à toutes les personnes qui n'ont pas de travail pour répondre aux besoins du territoire. Je le fais de façon très très rapide, et en gros, toutes les études économiques qui tombent en France et encore plus en Belgique montrent que ça coûte moins cher au final de payer, de salarier quelqu'un que de payer les allocations de chômage. Ça coûte moins cher à la société dans son ensemble parce que, enfin voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, on pourra en parler après. Mais donc, à nouveau, là, on voit que l'enjeu, c'est de
il y a la grosse dynamique des territoires zéro chômeur, c'est d'identifier les besoins du territoire, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on va produire. Et en France, ces entreprises-là, c'est essentiellement des SIC, c'est l'acronyme de Société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire que c'est des coopératives, pas seulement de travailleurs, il n'y a pas que les travailleurs qui décident dans cette entreprise, il y a au moins 3 collèges, il y a les usagers, ceux qui vont bénéficier du service, il y a les travailleurs et il y a les pouvoirs publics, parce que pour le dire très platement, c'est eux qui mettent les thunes sur la table et qui permettent à l'entreprise de fonctionner. Et si on prend l'exemple de l'entreprise à Lille, il n'y a aucune décision qui peut être prise par l'Assemblée générale sans majorité, non pas globalement au sein de l'Assemblée générale, mais au sein des 3 collèges. Et donc il faut que et les travailleurs, et les usagers, et les pouvoirs publics soient d'accord pour toutes les grandes décisions qui vont déterminer l'avenir de l'entreprise. Et donc on voit qu'il y a une forme de démocratisation quand même assez aboutie dans ce cas-là. Et donc, on voit que malgré le fait qu'on est dans un monde capitaliste, il y a moyen d'avancer dans le sens de plus d'autonomie au travail. Et en faisant ça, on peut non seulement répondre à des enjeux écologiques, c'est ce que je viens de montrer, mais on peut aussi, et c'est le dernier, ce seront mes derniers mots, en citant à nouveau Thomas Coutreau, je ne suis pas amoureux, mais voilà, j'admire son travail, on peut aussi sauver sans doute la démocratie. Il a montré que, et il l'a refait, mais c'est plus simple pour 2017 que pour 2022, il a montré qu'en 2017, au premier tour des élections présidentielles en France, les gens qui ont voté à l'extrême droite et qui se sont abstenus, c'est ceux qui, dans les enquêtes sur les conditions de travail, déclarent avoir le moins d'autonomie au travail. On revient à la question de départ. Ça veut dire que si pendant toute la journée, 7h36 par jour ou 8 heures, fois 200 jours de travail, grosso modo, on vous dit que vous ne pouvez pas décider pourquoi vous faites ce que vous faites. À un moment, vous finissez par y croire et par admettre cette idée que vous n'êtes pas capable, on revient au truc de Bourdieu, de décider sur ce qui vous importe et qu'il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre que vous qui décide pour vous. Et c'est sans doute une des explications. Il y a plein d'autres explications à la montée de l'extrême droite ou à la montée de l'abstention, mais c'est une des explications qui est relativement validée scientifiquement. Je vous ai cité trop, mais il y a des explications très semblables en Espagne sur la façon dont l'autonomie au travail contribue à accroître de façon très significative l'engagement associatif et politique. Il y a un lien entre la vie politique au travail et hors travail, et c'était sur ça que je voulais conclure ma présentation. Merci.